Bonjour. Comment allez-vous, chers amis, en ce lundi 13 octobre? Très content de vous retrouver pour une nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme. Je crois que c'est la septième. Alors, ça va peut-être porter chance. Ça va peut-être porter chance parce qu'il y a peut-être une des séquences qui change aujourd'hui. Voilà. Il est peut-être temps, mais je prenais plus plaisir à faire une certaine séquence, mais vous la découvrirez. Elle est vers la fin de l'émission, vous verrez tout à l'heure. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end, une bonne semaine déjà la semaine dernière, parce qu'effectivement, on a eu une belle semaine. Hein. Je vous avais annoncé une belle météo, et puis en fin de compte, ça s'est bien maintenu pour la plupart de la France, donc c'est cool. Voilà. Vous verrez si je vous annonce à peu près la même chose pour cette semaine. Vous verrez ça tout à l'heure pour la météo. On a eu un beau week-end aussi également. Un peu froid. J'avoue qu'il a fait un peu frisquer ce week-end, mais bon, ça va. C'est en automne. Je pense que on a déjà eu pire. Voilà, ça c'est clair. Ce matin pour cette nouvelle édition, parce que nous sommes déjà presque à mi-octobre, hein, déjà évidemment on se retrouve dans quelques instants pour l'actu du matin qui, en fonction de ce qu'on a parlé la semaine dernière, ça a pas mal changé. Enfin changé. Oui et oui et non, on va dire. Le planning de la semaine, il y a pas mal de changements, faudra qu'on en parle ensemble. Évidemment, ensuite on ira faire la petite géographie habituelle avec Géomatin. On ira faire la météo, évidemment, comme d'habitude. On ira voir les astres avec l'Astromatin. On ira voir, bien sûr, toujours les recommandations, TV et séries, bien sûr, comme d'habitude. On ira voir l'audimat, le à l'affiche. Il y aura la nouvelle séquence qui remplace le briefing du paddock. Voilà, on parlera plus Formule 1 dans cette émission, mais c'est une nouvelle séquence. Voilà, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, vous verrez tout à l'heure. Et on terminera bien sûr comme d'habitude avec le top 5 évidemment de l'équipe. Et sinon, c'est offert par la maison. C'est parti, on commence directement avec l'actu du matin et toujours pas terrible, mais c'est comme ça. Alors, c'est vrai que bon, la semaine dernière, je vous avais annoncé un gouvernement qui depuis a démissionné et on a le même, voilà. Oui, parce que Sébastien Lecornu a été reconduit dans le nouveau gouvernement parce qu'il incarne pour le président Macron une figure de stabilité et de fidélité politique. Un profil rare dans le contexte des remaniements fréquents ces dernières années, évidemment. Il est le seul membre du gouvernement à avoir traversé plusieurs échéances présidentielles sans perdre sa place, ce qui lui vaut une aura de résilience, on va dire. Le choix de le maintenir à Matignon s'explique aussi par ses qualités stratégiques, discret mais influent, capable de naviguer entre les sensibilités politiques. Il sait apparemment ménager les alliances et contraindre les tensions internes. On lui reconnaît un sens aigu du consensus, un style de gouvernance qui privilégie le compromis plus que l'affrontement direct. Son maintien est perçu comme un signal de continuité dans un moment où Macron cherche à stabiliser son exécutif. Mais évidemment, ce choix n'est pas sans critique. Hein. Certains reprochent à Lecornu à sa proximité avec l'Élysée, parfois perçue comme excessive, ainsi qu'un management jugé sévère, notamment dans ses relations avec les officiers généraux lorsqu'il était ministre des Armées. Un épisode de dîner secret avec Marine Le Pen a également suscité des interrogations, même si les détails restent flous et contestés. Et enfin, son parcours universitaire, notamment l'affirmation de l'obtention d'un master en droit, a été mis en question. Il semble qu'il n'ait jamais validé ce diplôme, contrairement à ce qui avait été parfois avancé dans ses profils officiels. En résumé, du coup, la reconduction de Sébastien Lecornu traduit un pari présidentiel misé sur un homme expérimenté dans les coulisses du pouvoir, capable de jongler entre logique politique et stabilité gouvernementale. Et du coup, son maintien vise à conjurer l'illusion d'un renouvellement radical en offrant une image d'équilibre face à l'instabilité. C'est quand même une belle connerie. On va pas se le cacher, c'est quand même une belle connerie. Hein. Voilà. Vraiment le foutage de gueule. Deuxième info, on va parler de l'autre, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique.
Donald Trump avec la Chine qui vient de durcir ses contrôles sur l'exportation, pardon, pas l'exploitation, l'exportation des terres rares, relançant ainsi un affrontement commercial avec les États-Unis. Ces mesures visent particulièrement les produits fabriqués à l'étranger, mais contenant des terres rares chinoises, on va dire, qui doivent désormais obtenir une autorisation préalable. Pékin justifie cette décision par des motifs de sécurité nationale et de souveraineté technologique. De son côté, l'administration américaine riposte fermement. Donald Trump menace d'instaurer de nouveaux droits de douane à 130%. Oui, vous avez bien entendu, 130%. C'est incroyable. Dès le 1er novembre, il veut instaurer ça, voire même plus tôt, ainsi que des restrictions à l'exportation sur les technologies critiques. Cette escalade intervient dans un climat déjà tendu. Les négociations commerciales entre les deux puissances n'ont pas réussi à freiner la série de mesures unilatérales adoptées par Washington depuis l'an dernier. Dans cette confrontation, évidemment, le rôle des terres rares est central. Ces métaux indispensables à la fabrication de composants électroniques, d'aimants, de batteries, d'équipements militaires sont en grande partie contrôlés par la Chine, qui domine aujourd'hui la chaîne mondiale de transformation. Cette position donne à Pékin un levier stratégique dans les rivalités technologiques et commerciales. L'enjeu est donc double, que ce soit pour la Chine, il s'agit d'imposer des règles de jeu, et pour les États-Unis, de préserver leur capacité industrielle dans les secteurs assez stratégiques. La tension est d'autant plus élevée que d'autres puissances, comme l'Europe, le Japon ou l'Inde, observent l'évolution avec inquiétude quand même, conscientes de leur propre dépendance en matière de ressources critiques. Du coup, en résumé, cette nouvelle offensive chinoise autour des terres rares ravive une confrontation, putain dis donc, comme d'habitude. Mauvaise idée de faire une émission lundi matin, mais c'est pas grave, on persiste. Ravive une confrontation technologique et économique de fond entre Pékin et Washington, où chaque mesure pèse autant sur l'industrie mondiale que sur les équilibres géopolitiques. Troisième information, on continue avec évidemment le projet de budget 2026 qui est toujours en cours d'élaboration, qui se distingue par une forte tension entre nécessité de redressement des comptes publics et contraintes politiques, comme on en a parlé juste avant. Le gouvernement doit composer entre un déficit encore très élevé et une croissance modeste et des marges limitées pour hausser les impôts et augmenter les dépenses. Le texte transmis au Conseil d'État n'a pas encore été évidemment définitivement adopté et son examen pourrait encore évoluer selon la configuration politique du nouveau gouvernement. Dans la préparation du budget, il y a déjà plusieurs orientations qui se dégagent. Apparemment, le gel des barèmes et réduction des recettes fiscales. C'est-à-dire le barème de l'impôt sur le revenu devrait normalement être gelé, ce qui revient à une forme d'impôt fiscal implicite avec l'inflation. Certaines niches fiscales pourraient être supprimées ou réduites, et le gouvernement envisage également d'augmenter les recettes par des hausses indirectes, TVA, contributions diverses, ou via une lutte renforcée contre la fraude fiscale. Autre orientation, c'est les efforts de maîtrise des dépenses, c'est-à-dire que le budget prévoit des coupes substantielles, gel ou réduction des subventions, des prestations, voire des réformes des services publics. L'objectif affiché est de réduire massivement des charges de l'État pour contenir la trajectoire du déficit. C'est compliqué peut-être. Autre orientation, c'est la taxation des très riches en débat. Voilà. La taxation de taxer davantage les individus disposant de patrimoine très élevé revient en force quand même. Une taxe plancher, souvent désignée comme une taxe Zuckman un petit peu, c'est discuté en ce moment. L'idée est d'établir un seuil minimal d'imposition sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Toutefois, le rendement estimé varie fortement selon les hypothèses, de l'ordre de quelques milliards. Et le dispositif reste très contesté par les risques économiques, exil fiscal, effets négatifs sur l'investissement, et aussi sur les effets, ça peut avoir des effets, des risques juridiques, parce qu'il y a peut-être une possible censure constitutionnelle, évidemment.
Autre orientation, c'est la volonté de compromis politique, hein, parce que le gouvernement cherche à traduire un consensus parlementaire. Le Premier ministre, nouveau Premier ministre, mais ex-Premier ministre aussi également, a déjà reculé sur certaines mesures, notamment la suppression des jours fériés pour ménager l'opinion publique. Il envisage aussi de moduler l'effort budgétaire afin de trouver un compromis viable entre les exigences d'équilibre financier et les sensibilités de gauche, sans pour autant abandonner l'ambition de redressement des finances, bien sûr. Et dernière orientation possible, c'est des risques économiques et sociaux, évidemment. Des économistes avertissent que l'ampleur des restrictions envisagées pourrait freiner la consommation, peser sur l'activité économique et aggraver les inégalités. Dis donc, c'est compliqué. Le contexte de croissance faible rend ces arbitrages particulièrement sensibles. La mise en cause des prestations sociales et le reformatage des services publics pourraient susciter de fortes réactions citoyennes. Donc voilà les plusieurs orientations qui se dégagent pour le projet de budget de 2026. Petite info qui m'a fait un petit peu rager aussi, c'est Christine Bravo qui a été invitée de l'émission On refait la télé sur RTL. Elle a tenu à fixer les règles sur son retour médiatique. Elle refuse d'apparaître gratuitement à la télévision. Selon elle, il est hors de question de participer à des plateaux télé pour rien. Elle exige un gros billet. Elle affirme recevoir jusqu'à 10 propositions par semaine. Elle explique qu'elle demande 3 000 € pour chaque participation, que ce soit pour tout le monde. Elle justifie ce montant par les contraintes liées au transport, à la garde d'animaux et au temps investi. Seules les émissions caritatives sont la seule exception à cette règle, encore heureux. Par ailleurs, Christine Bravo a corrigé une ancienne déclaration sur sa retraite, alors qu'elle avait évoqué avoir une pension de seulement 1 000 € dans le passé. Elle déclare désormais toucher 3 000 € de retraite. Elle relativise ce montant en soulignant les montants cotisés certaines années, ainsi que les situations de la majorité des retraités. Et au fil de l'entretien, elle revient sur quelques anecdotes marquantes de sa carrière, comme en direct où Michel Denisot lui avait couplé le sifflet. Sinon, ce matin, j'ai vraiment du mal. Et évoque son passif dans le monde télévisuel, tout en soulignant qu'elle ne se pliera pas à l'exposition gratuite juste pour la visibilité. De toute façon, c'est une connasse. On termine avec une information presque locale. Hein. Depuis le 27 septembre 2025, une délégation de la Confédération... Bon, maintenant elle est rentrée, hein, mais une délégation de la Confédération culturelle bretonne de Kenler se trouvait en Chine, mais afin de représenter la Bretagne lors d'un festival international. Environ 34 musiciens et danseurs bretons participent à cet événement qui se tient à Taiyuan. Désolé si j'écorche, à 500 km de d'un des plus grands centres urbains du pays. La présence bretonne en Chine s'inscrit dans une démarche de rayonnement culturel. Kenler ont emporté les couleurs, les danses et les musiques de Bretagne sur la scène internationale. Ce choix de ce déplacement traduit une ambition que les traditions bretonnes, costumes, chorégraphies, répertoire musical soient reconnus et appréciés hors de nos frontières. Je vous rappelle qu'à l'origine, Kenler se trouve la fusion 2020 de deux confédérations du monde breton, Warler et Kendar, ce qui a permis d'ailleurs de regrouper un large éventail de cercles de danse et de musique autour d'un projet commun. Kenler organise notamment, je vous rappelle, des concours de danse, des formations, des spectacles, et veille au respect des traditions tout en encourageant une certaine créativité. Et du coup, ce voyage en Chine est un témoignage concret de cet engagement. Des artistes bretons auront l'occasion de montrer comment une culture régionale peut dialoguer avec des publics internationaux. Et ce type d'initiative contribue à renforcer le lien entre les Bretons et Bretonnes de l'extérieur, à créer des ponts culturels et à affirmer que le patrimoine breton, loin d'être figé, est capable d'être vivant, dynamique et ouvert sur le monde. Là, tant qu'on parle de culture bretonne, là la voix, elle est correcte. Hein. Il n'y a pas de bafouillage. On est très bien. Là-dessus, c'est bon. Voilà. On continue avec le planning de la semaine et là, va falloir parler parce qu'il y a pas mal de changements. C'est parti.
Alors, cette semaine et même du coup les semaines à venir, il va y avoir pas mal de changements sur les plannings, parce que du coup j'ai pris une grande décision, du coup c'est qu'il y aura que des lives les lundis du coup avec Bonjour c'est Prisme, les mercredis et vendredis, et ensuite cas exceptionnel, il peut y avoir des lives le mardi et le jeudi, ainsi que le week-end également, si je suis accompagné de quelqu'un. Voilà. Comme c'est le cas cette semaine. Voilà. Du coup, on se retrouve. Du coup, bah aujourd'hui, voilà. Bonjour, c'est précipitamment jusqu'à midi. Nous sommes ensemble. Demain, du coup, nous sommes en off, du coup, et mercredi, on se retrouvera. Et aussi, petit changement dans le planning, c'est que du coup, on se retrouve pas sur des créneaux de 2 heures, on se retrouve sur des créneaux de 1h30. C'est pour ça que du coup, on continuera le let's play sur Spider-Man Miles Morales mercredi à 11h jusqu'à midi et demi. Et ensuite, à midi et demi, on ira continuer la carrière de la PRT qu'on a repris la semaine dernière sur F1 Manager 2024. Jeudi, on n'est pas en off parce que du coup, on a le retour exceptionnel de Corvus avec les frères Provostiens où on ira tier-lister les personnalités françaises ensemble. Donc du coup, on sera en direct de nos paroisses à parler comme ça, bon, avec un peu moins de reverb, mais parce que voilà. Mais en tout cas, on sera de retour avec Corvus et ça fera plaisir. Il pourra revêtir à nouveau son peignoir catholique, on va dire, en quelque sorte. Apprendre toujours au millième degré, évidemment. Et vendredi, on se retrouve du coup, comme je vous ai dit, comme mercredi. Du coup, nouvel épisode de Race Week, hein, parce que je vous rappelle que ce week-end, pardon, la Formule 1 se déplacera à Austin, aux États-Unis, pour un nouveau Grand Prix. Donc, on ira faire le Grand Prix de Austin lors de Race Week à 11h. Et ensuite, on continuera à midi et demi le let's play sur Sleeping Dogs ensemble. Je vous rappelle évidemment qu'il peut y avoir des lives supplémentaires cette semaine qui peuvent popper à droite à gauche. Bon, j'ai pas mal de travail cette semaine, donc il y a peu de chance. Et normalement, Corvus, vous le revoyez dès cette semaine et vous aurez l'occasion de le revoir au moins une fois par semaine sur la chaîne, et ça c'est cool. Corvus, voilà, c'est installé, voilà, il a un nouveau boulot, il a un appartement, il a des horaires fixes, enfin en tout cas un peu préfixes, et du coup on aura le plaisir de le retrouver au moins une fois par semaine sur la chaîne. Et ça c'est cool, et suivez bien les réseaux, parce que possiblement qu'on se retrouve avec Corvus la semaine prochaine, jeudi prochain, pas celui-ci mais jeudi d'après, pour une grosse émission dont on en avait parlé en début de saison, une grosse émission d'actualité, et ça va faire plaisir. Voilà en tout cas pour le planning de la semaine. Voilà, ça fait plaisir, évidemment. On continue tout de suite avec Géomatin, on va aller s'amuser un petit peu avec un petit peu de géographie, ça vous dit? C'est parti. Tout de suite, Géomatin. Et qui dit Géomatin dit petite musique évidemment de fond comme d'habitude. Comme d'habitude, on va démarrer avec Saint-Nazaire, hein, comme d'habitude évidemment. Hein, on commence avec local ici, avant d'aller faire un petit tour dans les villes de France, évidemment. Oula, la bonne impasse. Ah, super, je sais pas où est-ce qu'on est. J'ai ma petite idée, ouais, c'est bien. Chemin du Baguet, alors le Baguet c'est forcément par là, parce qu'il y a le Bignon Baguet, et chemin du Baguet on est là. Il y a une de nos spectatrices qui reconnaîtra forcément cette maison. Bref, allez des primes verts du coup. Merde, c'est par là. Là, on est là. Comme ça me dit rien. C'est qu'il y a l'aider avec des bâtiments comme ça, non? Je vais essayer de trouver.
Carlédé, c'est là. On est peut-être allé... Bah, on est là. Par rapport au bâtiment, on est à l'angle du bâtiment. Donc, ouais, on est là. À peu près. Ok. J'ai bien pensé au bon quartier. Allez, des blés d'or. Ouais, ça me dit quelque chose, mais... Allez, juste au bout de la rue, là, c'est tout. Oui, bah on est... Bon, on est encore dans... Car c'est de la très belle. Les blés d'or, bah on est là. Ouais. Ok, non, c'est bon, c'est good. Bon, là c'est facile, c'est l'ancien Lidl, boulevard Le Ferme, on est là. Ok. 25 000, ça commence bien. On refait un petit tour à Saint-Nazaire vite fait, Océanis. On est sur la côte d'Amoura avec la route qui passe en dessous. Centre commercial Océanis, la route qui passe en dessous, elle est là. Du coup, on est là. Ici, c'est bon. Suivant. C'est encore Carlédé, ça encore. Carlédé de quel côté? Pour moi, on est derrière le centre commercial, mais ça se trouve, je me gourre complètement. Pour moi, on est à l'allée des Pingouins, on est ici. Bien joué. Là, on est sur la route, pas des Québrais. Bah, si, on est sur la route des Québrais. Mais le bâtiment, c'est lequel? Est-ce que ce serait celui-là? Avec un chemin là. Le chemin n'est pas indiqué. Il y a un léger virage. Ouais, non, c'est ça. Ok, non, c'est good. Où est-ce qu'on est? Ok. Parc paysager, rue. Oh, putain. Ah, lequel? On est. Non, on n'est pas sur Jacquard, on va être Claude Perrault. Il y a le passage du commando gâté, mais le passage, je crois qu'il est là. Donc on doit être par là. Oui. Ah, les bâtards. Ah, ils essaient de me troller ce matin. Oh, on est sur la route de... Pas des Québrais, enfin si, mais l'autre. Non, c'est pas de l'Aisne du coup. Alors attendez. Faut que je me repère. L'autre, c'est de la petite des Québrais. Ouais. Je venais du nord. Donc pour moi, on est 18 mètres, ça passe. Je dois lancer le prochain clip à quelle heure? À 47. Ouais, non, on va aller tout de suite en Ville-de-France alors. Ville-de-France, c'est parti. Alors, on n'est plus à Saint-Nazaire. Je peux pas me déplacer? Ah si, c'était juste bugué, ok d'accord. On m'a dit beaucoup, hein. Ok. Donc on est dans le sud-ouest, du côté de Bayonne du coup. Parce que beaucoup c'est là. Bon du coup s'il y a un petit arrêt de bus tchic-tchac, ça pourrait peut-être m'aider. Avenue Charles de Gaulle. Mais est-ce qu'on est vraiment à beaucoup ou pas? On me dit Intermarché de Boucau, à mon ouest, première à droite. Je vois le stade Pixari. Je vois que Pixari c'est là par exemple. À mon ouest, donc en vrai on pourrait être par là. Un rond-point. En soi-même, il y en a qu'un, il est là, mais... Non, il n'y a pas le bon nombre de sorties. À mon avis, c'est un rond-point qui n'est vraiment pas indiqué. Non, même celui-là correspond pas. Je pense qu'on est dans le bon coin centre-ville à mon sud. Le truc, c'est que j'ai même pas l'avenue de Charles de Gaulle.
Hmm. Ah. Avenue Charles de Gaulle. Voilà. Donc on doit être là. Ok. Maison de retraite à Catherine. Ok. Bonne ambiance. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Les poubelles peut-être peuvent m'aider. Ouais, voilà. Non, trop flou. Les panneaux peut-être. Non. Ok. Plastière. Ok. La Meuse. On a le fleuve de la Meuse qui passe. Yes. Yes. Ouais. Pour l'instant, aucune indication. Maire de Verdun. Ouais, bon, on a une indication de... L'hôtel de ville à mon est. Verdun, c'est par là Verdun, non? Je me gourre. Yes. Oh, c'est Vesoul. Oh merde, je suis pas réveillé, c'est lundi matin. Verdun, je l'ai devant les yeux. Mais est-ce qu'on est à Verdun? C'est bien la Meuse qui passe à Verdun? Oui. On a un petit pont. Je pense pas qu'on est. Attends, on passe un petit pont au-dessus de la Meuse. Là, on devrait être censé trouver. Ça se trouve, on n'est pas à Verdun. Ça se trouve, on est baisé. Hein. Non, c'est pas le cinéma. L'ancienne église Saint-Armand. Non, à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça. Le fleuve, il fait un nord-sud, là. Un nord-sud, il n'y a pas que celui-là. Hein. Le problème, c'est que celui-là correspond pas. Là, Saint-Sauveur. On était par là. On est bien à Verdun, c'est bon. Il y a un kiosque là. Du coup, peut-être par là. Ouais, 8 mètres, ça passe. Oula! 06, ça m'arrange pas. Que des 06. Ça m'arrange pas. Allez, on va aller par là. Bureau à louer. « 04. 04 déjà, on est dans le sud-est. Marseille-Provence. Putain. On est à Marseille du coup. Du coup, un panneau de rue m'aiderait bien pour avoir le nom de l'arrondissement. Hop. Pardon. 14e. Alors, le 14e arrondissement, il est là. Boulevard Charles Moretti. On est quand même sur un rond-point assez conséquent. Panneau de rue. Chemin des Gibes. Bon secours, Saint-Barthélemy, on a un gros rond-point. Dans le 14e. Rond-point dans le 14e. Je pense pas que ce soit celui-là.
Il a l'air fin et faire tout en longueur, hein, le bâtiment, c'est ça? Ouais, il est fin et tout en longueur. On a un rond-point, mais peut-être pas aussi balèze que celui-là. Non, 14e. Le problème, c'est que le 14e est indiqué là, mais on sait pas jusqu'où il va. Donc, je pense que mon avion va se... Chip Moretti. C'est quoi la direction, le Canet? Pôle emploi. Boulevard Moretti. Notamment l'ouest. Le bâtiment, il fait un nord-sud pratiquement. J'avais vu Belle de Mai indiqué là. Voilà, Belle de Mai à mon sud-ouest, on va dire. Donc on peut être par là. Charles Moretti. Oui, il est là, bâtiment, tout en longueur. Ok. Donc nous on était un petit peu dans cette merde là, genre au croisement ici. 2 mètres. Waouh. C'est Nantes? C'est le tribunal de Nantes ça on dirait. Je crois que c'est Nantes hein. Ouais c'est Nantes. De ouf. Je crois que c'est le tribunal de Nantes. Hein. Palais de justice. Je vais me rapprocher mais je pense que c'est Nantes. Hein. Ça pue la Loire ça. Ouais c'est la passerelle. Ouais non c'est bon. Ok je suis déjà passé en plus. Ok. C'est très bien si on tombe dans ma région en plus. Du coup, on est sur l'île de Nantes. La machine d'Élie est par là. Le tribunal, ça doit être celui-là. Du coup, on doit être sur le quai François Mitterrand en face du premier. Voilà, 17 mètres, ça passe. Ok. Ouais, on avance. Très bien pour une fois. Super, avec le reflet du soleil, on voit pas le nom de l'arrêt de bus. Noël en terre secrète. À 5 minutes de Mâcon. Je sais plus où c'est Mâcon. Rue du président Kennedy. Ouais, super. Super, ça m'a aidé ça. Il n'y a pas de nom d'arrêt de bus. D'ailleurs. À quoi ça sert alors? Ouais, c'est une grande rue, je peux pas avoir le nom. Il y a un DLRT qui peut se voir d'assez loin, mais bon. Crédit mutuel et tout ça, ouais. Vous les mettez où vos noms d'arrêt de bus là? Il n'y a même pas. C'est le nom des lignes, voilà. Ok. Ouais, mais ça va pas m'aider ça, perso. Ça va pas m'aider. Macon, ouais, je me doute bien. Ah, c'est là, merci. On va voir le nom du boulevard, peut-être. Ici, là. C'est Charles de Gaulle. Bah, disons, décidément, on est abonné à Charles de Gaulle aujourd'hui. Charles de Gaulle qui fait un nord-sud, hein. Comme la plupart des rues qui sont... Mais est-ce qu'on est à Mâcon? Mâcon ou est-ce qu'on est un peu... Emmanuel Macron? Non, pas lui, pas lui, pas lui. Non, pas lui. Victor Hugo, boulevard de la Liberté, boulevard du Général Leclerc. C'est pas ce général-là qu'on cherche. Il y a d'avoir un rond-point avec beaucoup de panneaux là. Ça peut m'intéresser. Non.
Toute direction ma concentre. Ah, on a une départementale, ça j'aime bien. Ma concentre à mon sud, donc on est au nord. LOL. La 916. Du coup, la 916 elle est là. La 916, la 906. La 906. Voilà, De Gaulle est là. On a certainement un panneau de rue ici, mais qu'on voit pas. On a un parc. Genre celui-là. Allez, j'y vais au coup de bluff. C'était l'autre. Putain, je savais que c'était Kennedy en plus. Bon, ce sera gouré à la fin. Écoutez. On se sera gouré à la fin. Écoutez. Voilà. Pas grave. Et si on allait voir un petit peu ce que prévoit un petit peu la météo cette semaine sur notre bonne vieille France. Eh bien, c'est parti. Est-ce qu'on va encore avoir du beau temps cette semaine? Eh bien, je peux vous dire tout de suite que oui. En tout cas, yes. Pourquoi ça s'est pas activé? Mais oui, c'est normal, j'avais l'écran devant. Voilà, et tout simplement, évidemment. Vous voyez comme quoi il fait encore beau, évidemment, sur notre bonne vieille France, avec peut-être quelques nuages pour une fois, pour le golfe du Lion, voilà, pour la Méditerranée. Voilà, vous avez un petit peu de nuages et un petit peu... Bon, certes, vous gardez encore les températures un peu chaudes, par exemple, il fait encore 23 à Toulouse, hein, par exemple, pour cette maximale, ou alors maximale, non, à Ajaccio, plutôt 24 degrés. Si on en a des températures plutôt douces, hein, encore pour la saison, c'est plutôt sympathique, encore avec un petit peu de nuages sur le Grand Est, mais sinon globalement du soleil ou un peu couvert pour la plupart de la France avec des températures de saison et ça fait plaisir. En ce qui concerne du coup demain, là par contre on a à peu près le même temps, voilà, effectivement avec des nuages qui se dégagent un peu plus ou alors qui se stagne encore un petit peu sur la partie nord du pays. Je crois qu'il y a une partie qui est des nuages qui, on va dire, longent un petit peu les côtes de la Manche. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de nuages un petit peu qui stagnent sur la partie nord du pays. Mais sinon, on a encore de belles températures et on a encore du beau temps encore en France, en tout cas pour demain. Et est-ce que ça va se poursuivre pour la semaine? Eh bien, je peux vous dire aussi que oui, évidemment, mais toujours à prendre avec évidemment avec des pincettes, hein, évidemment. Ça continue à se maintenir la météo, mais les températures normalement devraient en continuer à s'adoucir, voilà, à se rapprocher petit à petit un petit peu des températures d'hiver, ou en tout cas essayer à se mêler l'entre-deux automne-hiver avec des températures qui commenceront à baisser, surtout en matinale à partir de vendredi a priori, où vraiment sur la partie nord on devrait déjà passer en dessous des 7 degrés et ensuite apparemment samedi pour la partie sud on commencerait à descendre en dessous des 10 degrés pour les minimales matinales évidemment. On commencerait à avoir peut-être une arrivée de perturbations qui arriverait peut-être en fin de week-end cette semaine et puis ensuite au bout de 2 semaines de beau temps il serait peut-être temps d'avoir la pluie hein, quand même qui possiblement arriverait du coup confirmé pratiquement lundi prochain évidemment mais voilà il faut profiter de ce beau temps. On voit bien que comme je vous ai dit les nuages qui continuent cette semaine normalement sur les côtes de Manche et ça va continuer, ça va généralement rester sur les parties nord, les quelques éclaircies et les nuages qui stagnent un petit peu sur la partie nord. Mais voilà, ça nous annonce une belle semaine et petite dégradation qui arrivera en fin de week-end et début de semaine prochaine normalement. Aujourd'hui, on souhaite une bonne fête en ce 13 octobre au Géraud. Voilà, je sais pas s'il y a des prénoms, enfin, s'il y a des gens qui s'appellent Géraud, mais des Théo aussi, c'est possible, et Théophile aussi également. Le soleil s'est levé ce matin à 8h08 et se couchera à 19h04. Je crois qu'on perd 3 minutes hein, de soleil aujourd'hui. Et puis, citation de la semaine, mourir n'effraie pas quand vivre ne promet plus rien. Bonne journée à vous.
Voilà, avec cette belle citation, en espérant que, je pense que vous êtes servi. Hein. Normalement, une belle météo est prévue quand même chez vous cette semaine, quand même. C'est pas mal. Voilà, on a un bel automne. Voilà, franchement, on a un bel automne pour l'instant et ça fait plaisir. Voilà. Et ben, on va aller voir maintenant ce que promet vos astres cette semaine avec l'Astro Matin. C'est parti. Alors, évidemment, comme d'habitude, petite musique, évidemment. On commence tout de suite avec les béliers en amour, c'est 3 étoiles. Tu veux tout de suite, sauf quand il s'agit de répondre à un message. La passion est là, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation ou à oublier le prénom de la personne en plein élan. Pour votre travail, c'est 4 étoiles, tu carbures mieux qu'un café triple dose, une idée de génie pourrait émerger, mais pense à la noter avant de la perdre dans ton onglet « À faire un jour ». Et pour votre santé, c'est 2 étoiles, ton corps te dit stop, mais ton mental te dit « Allez, encore un épisode ». Spoiler, ton corps gagne. Pour les taureaux, pour moi, alors... En amour, c'est 4 étoiles romantique, gourmand et peut-être un peu possessif, tu vis l'amour comme un bon plat et cette semaine, le menu est prometteur, juste évite les disputes à table. Bon. Pour le travail, c'est 3 étoiles, les dossiers s'empilent, mais ta motivation, enfin presque, tu finis par tout faire, mais à ton rythme, c'est-à-dire lent mais solide. Ça me convient. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, tu gères mieux ton énergie, même si tu rêves d'une sieste de 3 heures après chaque repas globalement. T'es bien. Ça me va, ça me va. Pour les Gémeaux en amour, c'est 2 étoiles, tu flirtes à droite, à gauche, au milieu, mais tu t'y perds un peu. Un petit conseil, choisis une direction parce que les étoiles n'ont pas signé pour un triangle amoureux à 5 sommets. Travail 4 étoiles pour les Gémeaux, ton esprit créatif est en feu, attention juste à ne pas enflammer ton entourage avec trop de sarcasme au passage. Santé 3 étoiles, trop de café, pas assez de sommeil et tu t'étonnes d'avoir des idées qui partent dans tous les sens. Hydrate-toi. Et pas avec un latte caramel, bien sûr. Pour les cancers en amour, c'est 4 étoiles, tu rayonnes et ça attire une semaine tendre, douce et un peu nostalgique. Essaie juste de ne pas recontacter ton ex par curiosité astrale. Côté travail, c'est 3 étoiles, les émotions débordent un peu au bureau, mais ton intuition te guide bien. Ne prends pas tout personnellement, même le mail sec du boss. Voilà, faut pas prêter attention. Et pour la santé, c'est 4 étoiles, ton petit regain d'énergie, tu reprends goût à bouger, même si ton plaid te supplie de rester. Pour les lions en amour, c'est 4 étoiles, tu brilles sans trop en faire et ça fait tourner les têtes. Le charme opère mais garde un peu de modestie, juste un peu. Côté travail, c'est 3 étoiles, tu veux tout diriger mais cette semaine il faudra coopérer. Pas facile de partager la lumière, hein. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, tu tiens le rythme, mais n'oublie pas de recharger les batteries, ton corps n'est pas un spectacle permanent. Pour les vierges, en amour, c'est 3 étoiles, tu veux que tout soit parfait, y compris l'amour, sauf que l'amour, c'est souvent plein de miettes et de désordre, du coup respire un peu, tout va bien. Côté travail, c'est 4 étoiles, une semaine carrée, efficace, comme tu les aimes, tu termines ce que les autres repoussent depuis des mois, un héros discret du zodiaque. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, légère fatigue nerveuse, essaie de déconnecter sans vérifier 3 fois si tu as bien déconnecté. Pour les balances, en amour, c'est 5 étoiles. Les planètes s'alignent pour une romance digne d'une comédie romantique.
Si tu es déjà en couple, ça sent le câlin XXL, et si tu es célibataire, ça sent le crush surprise. Surveillez. Par contre, côté travail, voilà, c'est 2 étoiles. Tu doutes, tu compares, tu tergiverses, pardon. Résultat, tu décides de ne rien décider, tout simplement. Voilà, courage, ça passera. Pour la santé, c'est 4 étoiles, bonne vibe, bonne allure, tu rayonnes, juste attention à ne pas attraper la grosse tête. Pour les scorpions en amour, c'est 4 étoiles, magnétique, mystérieux et un peu intense. Rien de nouveau, mais ça fonctionne. Tu pourrais bien faire chavirer quelqu'un sans même t'en rendre compte. Côté travail, c'est 3 étoiles, 1 ou 2 tensions possibles. Canalise ton côté, je sais mieux que tout le monde. Surtout que tout le monde a raison, cette fois-ci. Et côté santé, c'est 4 étoiles pour les scorpions, bon niveau d'énergie, tant que tu évites de ruminer la nuit, bien sûr. Pour les sagittaires, c'est en amour 3 étoiles, tu veux de l'aventure, mais les autres veulent de la stabilité. Essaie de ne pas fuir au premier message un peu trop sérieux. Côté travail, c'est 4 étoiles pour les sagittaires, tu retrouves ton feu intérieur, de belles opportunités si tu oses dire oui sans tout analyser. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, une petite baisse de morale en milieu de semaine, vite compensée par un fou rire imprévu. Pour les capricornes, en amour, c'est 2 étoiles, tu as la tête dans les bilans, pas dans les bras de quelqu'un, mais Cupidon insiste, alors laisse-lui au moins lire ton agenda. Côté travail, c'est 5 étoiles, c'est ta semaine, concentré, précis, efficace. Le succès vient lentement, mais sûrement, comme toujours. Bonne semaine pour les Capricornes. Sauf en amour, du coup. Et en santé, c'est 3 étoiles, tout va bien si tu penses à lâcher un peu la pression. Autrement, ton dos va protester un peu là. Pour les Verseaux en amour, c'est 4 étoiles, original, imprévisible, charmant, bref, toi. Un rapprochement inattendu pourrait bien changer la donne. Côté travail, c'est 3 étoiles, ton esprit est ailleurs, genre très loin, mais une idée farfelue pourrait sauver la semaine. Et santé, c'est aussi 3 étoiles, fais attention à ton sommeil, tu n'es pas un robot, même si tu te comportes comme un prototype parfois. Et pour les poissons, on commence avec un amour 4 étoiles, romantisme à tous les étages, tu flottes un peu, mais cette fois c'est mignon. Attention toutefois à ne pas confondre rêve et réalité. Côté travail, c'est 3 étoiles, créatif, inspiré mais dispersé. Une to-do list te sauverait un petit peu. Si tu la lisais, évidemment. Et la santé, c'est 4 étoiles pour les poissons. Bonne forme générale, sauf si tu laisses ton anxiété piloter. Médite, respire, nage un peu peut-être dans l'eau ou dans tes pensées. Voilà l'horoscope de la semaine, en espérant qu'il soit positif pour vous. En tout cas, dans vos attentes, évidemment. Et ben, on va aller voir ce que je vous recommande cette semaine à la télévision et aussi côté série. C'est parti. Pour les séries cette semaine, on va commencer comme d'habitude. On va commencer avec First Times, une première saison de 8 épisodes qui vient d'arriver sur Prime Video. Dans First Times, on suit Nico et Amy, 2 adolescents amoureux depuis le lycée qui pénètrent ensemble dans l'université. Un nouveau monde où leurs certitudes sont mises à l'épreuve. Et du coup, les colloques, les soirées, débridées, les premières fois, rencontres, confidences, excès bousculent leurs liens. Grandir, c'est prendre le risque de se perdre en chemin. Du coup, First Times mise sur un réalisme brut pour dépeindre les tumultes de la jeunesse, loin des teen séries un peu trop lisses. Le casting composé de jeunes visages belges peu connus apporte une sincérité
rafraîchissante, et du coup le parcours de la série est parfois fragile. Certaines scènes frôlent le cliché et le rythme fluctue, mais l'émotion tient bon. En somme, c'est un portrait juste de l'entrée dans l'âge adulte avec des désillusions et des fulgurances. Je vous recommande aussi la première saison de Boots de 8 épisodes sur Netflix aussi. On est dans les années 1990 et Boots du coup suit Cameron Cope, un adolescent mal dans sa peau mais certain de son orientation qui rejoint le corps des Marines aux États-Unis avec son meilleur ami Ray, un jeune homme hétéro. Et du coup, il est entraîné par un bootcamp impitoyable, entraîné dans un bootcamp assez impitoyable. Cameron doit jongler entre les pressions physiques, les codes de masculinité militaire et le secret de sa véritable identité. Au fil des épreuves, il tisse des liens forts avec ses camarades et s'engage dans un voyage intérieur vers l'acceptation de soi. Et pour ceux qui lisent un peu, la série est adaptée du livre The Pink Marine de Greg Copwright. Voilà, évidemment. Boots du coup parvient à mêler humour, émotion et gravité dans un cadre militaire assez rigide, hein, ce n'est pas juste une série sur des soldats, hein, c'est une exploration intime de l'identité, de la loyauté et du courage. Et du coup, le parti pris d'éviter le manichéisme, pardon, c'est-à-dire ni condamnation systématique de l'institution, ni glorification naïve, bah, ça donne une certaine profondeur qui est bienvenue. Le casting est porté par Miles Heiser en Cameron qui est solide et la reconstitution quand même des années 90 dans son ambiance, c'est-à-dire musique et codes sociaux, ça fonctionne plutôt bien pour plonger le spectateur vraiment dans cette époque. Voilà, c'est Boots du coup sur Netflix. Autre série que je vous recommande, saison 1 de Chad Powers de 6 épisodes sur Disney+. Après une erreur retentissante qui détruit sa carrière de quarterback universitaire. On est beaucoup sur les jeunes et universitaires en ce moment. On est Rolls Holiday qui décide de reprendre sa vie en main, mais sous une fausse identité, en se travestissant prothèses, perruques, maquillage en Chad Powers. Il tente de s'imposer comme joueur walk-on dans une équipe universitaire du sud des États-Unis en difficulté, les South Georgia Catfish. Et du coup, Chad Power mélange humour absurde, comédie sportive et quête de rédemption. L'idée est plutôt audacieuse, hein, parce que c'est vrai qu'on voit pas ce genre de choses. Hein. C'est un concept qui peut paraître assez spécifique, mais du coup, Glenn Powell, hein, du coup, qui incarne à la fois ce rôle avec charme, avec sincérité, avec les deux facettes, hein, du coup, en Ross et Chad, du coup. Ce qui donne du coup à cette série une vraie force quand même. Certains choix narratifs et de tonalité semblent un peu bancals certaines fois, ou un peu trop patchwork, on va dire. Mais dans l'ensemble, ça tient grâce à une écriture souvent brillante et une émotion sous-jacente qui surprend positivement. Les critiques l'ont décrite comme une comédie improbable mais touchante. Donc si ça vous tente, allez voir ça. Et comme d'habitude, on termine avec les séries, avec une mini-série qui s'appelle Deux tombes. Là, c'est vraiment une mini-série, hein, parce que c'est de 3 épisodes sur Netflix. On est dans une petite ville paisible côtière espagnole. La disparition inexpliquée de 2 adolescentes de 16 ans, Veronica et Marta, qui ébranlent la communauté. 2 ans plus tard, l'affaire est close, faute de preuves évidemment, mais Isabelle, la grand-mère de Martha, refuse d'abandonner. Elle décide de mener sa propre enquête et quitte du coup à franchir les limites de la loi. Et elle se lance dans une quête de vérité qui se mue en une sombre vengeance. Du coup, Deux tombes, de son titre original Dos Tombas, voilà évidemment, est une mini-série intense et percutante avec une intrigue courte mais tendue. Et du coup, ces 3 épisodes ne laissent pas de place aux digestions superflues. Évidemment, celle qui incarne le rôle d'Isabelle est incontestablement le point fort du casting portant la série grâce à une forte présence et une présence aussi nuancée. Voilà. Voilà ce que je vous recommande pour les séries cette semaine. Et côté les films ou autres divertissements à la télé, cette semaine, je vous recommande déjà American Sniper, hein, mercredi soir à 21h10 sur AMC Story. American Sniper, réalisé par le grand Clint Eastwood, évidemment, raconte le parcours de Chris Kyle, interprété par Bradley Cooper,
qui est Marines dans les Navy Seals, hein, devenu l'un des snipers le plus redoutés de l'histoire américaine. Et durant 4 déploiements en Irak, il sauve d'innombrables vies grâce à sa précision, mais la guerre finit par le rattraper sur un plan psychologique et familial. Donc si vous connaissez pas American Sniper, c'est une œuvre puissante qui illustre la tension entre devoir et humanité, la mise en scène sombre de Eastwood, hein, qu'on connaît bien, et la performance intense de Bradley Cooper permettent de plonger au cœur du traumatisme de la guerre. Toutefois, le film suscite aussi la controverse. Un certain reproche une vision unilatérale du conflit irakien et de l'autre côté une glorification du héros militaire sans suffisamment d'interrogations critiques. Voilà. Autre film que je vous propose, c'est J'adore ce que vous faites. Voilà, c'est jeudi soir à 21h25 sur W9. C'est Gérard Lanvin qui incarne son propre rôle, qui est engagé pour tourner un blockbuster américain sur le débarquement de Provence. Mais lors du tournage dans le sud de la France, il rencontre Momo, joué par Artus. C'est un homme fan inconditionnel de sa carrière. Au départ, il est charmant, hein, Momo, il s'immisce un peu dans la vie de l'acteur et ça transforme un petit peu cette admiration en cauchemar. Voilà, donc c'est une pure comédie française. Ce film joue habilement sur le comique de l'obsession et le décalage entre stars et fans. Du coup, Gérard Lanvin, dans son propre rôle, apporte une présence sincère et Artus, en fan envahissant et parfois drôle du fait de son exubérance. Cependant, quand même, le film peine à renouveler l'angle de ses intrigues classiques et les situations frôlent souvent la caricature. Mais c'est un petit film qui mérite d'être vu quand même. Donc j'adore ce que vous faites, c'est jeudi soir sur W9. Là, on part sur du vieux film avec le film Charade, vendredi soir à 21h05 sur France 5. Là, on part avec des films avec Audrey Hepburn, par exemple, qui est de retour à Paris après un séjour à la montagne, qui découvre que son mari a été assassiné et que leur appartement a été vidé. 3 hommes surgissent convaincus qu'elle est en possession d'une somme de 250 000 dollars, volée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, pour se protéger, elle s'allie avec un certain Peter Joshua, accompagné par Cary Grant, hein, évidemment le grand Cary Grant, mais rapidement elle s'interroge. Peut-elle lui faire confiance alors que ses identités se multiplient? Voilà. Donc Charade est un film délicieux, hein, c'est un cocktail de suspense, de romance et d'humour porté par le charme indéniable du duo Hepburn et Grant. Le film est souvent qualifié de meilleur film Hitchcockien que Hitchcock n'a jamais réalisé, hein, évidemment, et ça multiplie les rebondissements tout en restant élégant et divertissant. Et en parlant de divertissement, je vous parle évidemment de la dernière recommandation de cette semaine, évidemment la Star Academy qui redémarre cette semaine samedi à 21h10 sur TF1. Réouvre ses portes pour une nouvelle promotion de jeunes talents âgés de 18 à 25 ans, toujours sous la direction de Michael Goodman. Les candidats évoluent dans le château des Vives-Eaux à Damarine-les-Lys et suivent des enseignements artistiques variés, chant, danse, théâtre, expression scénique, et chaque semaine, évidemment, les élèves donnent des performances en prime où ils sont évalués et les 3 mois bien notés sont soumis au vote du public et l'un d'eux quitte l'aventure. Au terme du coup de cette saison de 15 semaines, le gagnant remportera 100 000 euros et un contrat d'enregistrement avec Sony Music France. Et du coup, cette édition promet aussi quelques nouveautés avec notamment 2 nouveaux professeurs en danse et en théâtre, un partenariat avec Énergie, des primes revisités, des invités assez prestigieux et un double parrainage cette année accompagné par Ed Sheeran et Charlotte Cardin. Voilà. Donc moi je serai certainement devant la télévision à 18h. À 21h ce samedi 18. Voilà la recommandation de cette semaine. Voilà, en espérant que vous avez bien pris note, s'il y a des choses qui vous intéressent. On va aller voir les meilleures audiences de la semaine dernière avec Audimat, comme d'habitude. Qu'est-ce qui a le mieux marché la semaine dernière à la télévision? On va commencer déjà en 4e
position, on a eu Tracker mercredi dernier sur TF1 qui a réuni 3 491 000 téléspectateurs avec pas loin de 19% de part de marché, ce qui est quand même pas mal, suivi derrière de France 2 avec le parfum du bonheur avec 2 125 000 téléspectateurs avec pas loin de 12% de part de marché. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ce soir-là également? On a eu la diffusion du film Alibi.com 2 sur TMC qui a réuni 750 000 téléspectateurs, ce qui est quand même pas ouf. Voilà, on a eu La colère des Titans, après avoir eu le premier film des Titans que je vous avais recommandé il y a quelques semaines sur RMC Story, avec 388 000 téléspectateurs, avec pas loin de 3% de part de marché, ce qui est quand même pas terrible. Et en dernière position, on a comme d'habitude Gulli, avec des épisodes de Malcolm, avec 152 000 téléspectateurs, avec moins d'1% de part de marché pour mercredi dernier. En troisième position, on a c'était lundi dernier, le dernier lundi 6 octobre. Voilà, c'était déjà, ça avait bien marché la semaine dernière. Là, cette fois-ci, ça a bien marché, un peu moins que la semaine dernière. C'est Montmartre avec 3 853 000 téléspectateurs, avec un peu plus de 20% de part de marché sur TF1, suivi derrière d'M6 avec bien sûr toujours L'amour est dans le pré avec 3 272 000 téléspectateurs avec 17% de part de marché. C'était pas mal. Ce soir-là, je vous avais recommandé un film qui était Le Jaguar sur Gulli avec 461 000 téléspectateurs et 3% de part de marché. Mais bon, c'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai vu beaucoup de fois et que les gens aussi ont vu beaucoup de fois, mais quand même 400 000 téléspectateurs pour Gulli, c'est quand même une bonne soirée, hein, parce que Gulli ne fait pas normalement d'aussi grosses audiences, mais cette fois-ci c'était quand même pas mal. Et sinon est arrivé en dernière position RMC Story avec Piscine de rêve avec 156 000 par exemple, téléspectateurs avec moins d'1% de part de marché également. En deuxième meilleure audience de la semaine, c'était samedi soir avec sur France 3 Meurtre à Mont-de-Marsan. Et oui, hein, on pense toujours que c'est toujours les grosses soirées France 2 ou TF1 qui ont réussi, mais pas là. Voilà, c'était Meurtre à Mont-de-Marsan avec 4 178 000 téléspectateurs avec pas loin de 25% de part de marché, ce qui est pas mal devant une grosse soirée 100% logique sur France 2 avec Cyril Firot avec 2 834 000 téléspectateurs, suivi derrière sur TF1 Mass Singer avec 2 060 000 téléspectateurs avec pas loin de 12% de part de marché, et suivi derrière de M6 avec Les Traîtres, la finale des Traîtres avec 1 392 000 téléspectateurs. Donc France 3 avec des téléfilms passe quand même à 4 millions devant des gros programmes comme 100% Logique, Mass Singer ou Les Traîtres, ce qui est quand même pas mal. Ce soir-là, samedi soir, on a eu que des trucs pas terribles, hein. En dernière position, par exemple, Gulli, cette fois-ci, avec BattleBot, le tournoi des champions. Je sais pas du tout ce que c'est, mais qui a réuni 113 000 téléspectateurs samedi soir avec 0,60% de part de marché, ce qui est nul. Voilà. Et sinon, meilleure audience, ça fallait s'y attendre. Évidemment, le football, hein, évidemment. C'était vendredi soir avec le match France-Azerbaïdjan qui a réuni 4 767 000 téléspectateurs avec pas loin de 26% de part de marché, suivi derrière par la série Simon Coleman sur France 2 avec 2 700 000 téléspectateurs avec 15% de part de marché. Derrière, il y a eu M6 avec Cauchemar en cuisine avec 1 675 000 téléspectateurs et pas loin de 9% de part de marché. Suivi derrière de France 3 avec la boîte à secrets inédit animé par Faustine Bollert avec 1 628 000 téléspectateurs avec pas loin de 10% de part de marché également. Et ensuite, je vous avais recommandé ce soir-là le film Moonfall sur TFX qui a quand même réuni 690 000 téléspectateurs. Ce qui est quand même pas mal. Et évidemment, on parle chaque vendredi soir évidemment du Big Deal sur MC Story qui se maintient toujours à 340 000, 350 000. Ce soir-là fait en moyenne 345 000 par exemple téléspectateurs. Pour l'instant, ça se maintient. Le Big Deal, ça a toujours à peu près la même audience, mais voilà. Et sinon, la pire audience ce soir-là, c'était Douane sous haute surveillance sur C-Star avec 155 000 téléspectateurs et 1% de part de marché. Voilà les audiences de cette semaine. Voilà, les gens étaient devant leur télé cette semaine. Voilà, Bélo. On verra si vous êtes devant vos télés aussi cette semaine avec ce que je vous ai recommandé ou pas.
On continue tout de suite avec, pour ceux qui aiment le cinéma, voyons voir ce qu'il y a au cinéma cette semaine à partir de mercredi. Qu'est-ce qui sort mercredi? Les films majeurs, c'est tout de suite dans l'affiche. Alors, pas mal de films français un petit peu cette semaine qui sortent. On va commencer avec Chien 51. C'est un film policier science-fiction et trailer de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos et puis Louis Garrel. C'est dans un futur proche. Paris est divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle, qui est appelée Alma dans le film, a révolutionné le travail de la police jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon, généralement, les films avec Adèle Exarchopoulos, c'est quand même pas de la merde. Donc, allez-y. Autre film que je vous recommande, c'est Deux pianos. C'est un film dramatique de Arnaud Desplechin, pardon. Toujours compliqué à dire les noms d'acteurs. Ce film de piano, c'est globalement avec François Civil et Charlotte Rampling. C'est Mathias Vogler qui rentre en France après un long exil. La mentor de sa jeunesse, Elena, souhaite qu'il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l'auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer et le mènera à Claude, son amour de jeunesse. Voilà. Autre film, là c'est de la pure comédie française, hein, ça s'appelle Jour J. C'est un film de Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Brahim Boulel et puis Marie Paraiso. On est en juin 1944, l'Europe est déchirée par la guerre, le débarquement se prépare. Denis Porte, voilà c'est son nom, continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise factice. Sa mission, c'est de déplacer chaque jour des soldats postiches et tromper ainsi l'ennemi. Mais chez les Portes, on a tendance de père en fils à mourir en héros pour la France, alors pas question pour sa mère que Porte prenne le moindre risque. S'occuper d'une base factice, c'est le maximum qu'elle tolère pour son fils. Mais après avoir fait la rencontre de Samy, un médecin algérien qui rêve de rencontrer De Gaulle, il décide lors d'une soirée arrosée d'y prendre part. Ils prennent le large avec bravoure et avec pas mal de grammes dans le sang aussi, sauf qu'ils n'ont pas la bonne date ni le bon lieu. Et ajouter à cela un héros qui ne veut surtout pas s'exposer au danger, et du coup, le jour J, ou presque. Voilà. C'est une piste très loin quand même. Et autre film que je vous propose, c'est un film épouvante, horreur et trailer qui s'appelle Black Phone 2. Voilà. Depuis son enlèvement, Finet, aujourd'hui âgé de 17 ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d'une vie normale alors que rien ni personne ne serait arrêté. Gwen, sa sœur de 15 ans. Mais le sinistre téléphone se met à sonner dans les rêves de l'adolescente où elle voit sans cesse 3 garçons se faire pourchasser dans un champ de montagne appelé Alpine Lake. Déterminée à mettre fin à ses cauchemars et à en percer le mystère, Gwen persuade son frère de se rendre sur place malgré le blizzard qui frappe la station. C'est là qu'elle découvre l'horrible vérité derrière le lien entre l'attrapeur et sa propre famille. Et du coup, les deux adolescents vont devoir affronter un tueur que la mort a rendu presque invincible et à qui leurs destins sont beaucoup liés, qui n'aurait pu l'imaginer. Et ça, c'est un film que probablement je serais intéressé de voir. Si évidemment je peux aller voir Conjuring avant, parce que ça fait quand même quelques semaines que je dois aller le voir et que ça fait chier. Littéralement, du coup. Mais ça, je me comprends. Voilà les 4 films que je vous recommande cette semaine au cinéma, si vous souhaitez vous déplacer au cinéma et pour regarder des films intéressants. Voilà ce que je vous recommande. Enfin, en tout cas, c'est les films majeurs qui sortent cette semaine. Voilà. Et ben on arrive au moment de la nouvelle séquence. Voilà. C'est vrai que d'habitude, on avait l'habitude de parler Formule 1. Bon, là, ça commençait un petit peu à me faire chier. Voilà. Je vous le dis clairement. Et ben, c'est parti pour cette nouvelle séquence que vous allez découvrir avec le jingle.
Les infolites, voilà cette nouvelle séquence et on va parler de vraiment faits divers, des infos vraiment insolites, voilà 100% improbables et pourtant c'est arrivé et c'est des choses complètement vraies dont je vais parler. On va parler de 4 infos totalement vraies que j'ai découvert. Donc c'est parti, on commence déjà avec cette première info. On peut mettre la musique hein, en soi-même. Première info, ça s'est passé le vendredi 20 juin. C'est la police qui est intervenue dans un hôtel de Vals près de Le Puy. Voilà, c'est le nom de la ville, Vals près Le Puy. C'est dans Haute-Loire. Après qu'un jeune homme de 22 ans a provoqué une scène de chaos. Voilà, c'est le personnel de l'établissement qui avait alerté les autorités en raison du comportement agité de 2 occupants. À leur arrivée, les policiers ont découvert sur la pelouse une télévision jetée depuis une chambre du 2e étage. Sur place, une femme a expliqué s'être disputée avec son compagnon sans qu'il n'y ait eu de violence physique. Dans la chambre, les agents ont retrouvé le jeune homme allongé sur le lit, refusant de leur répondre. Après plusieurs tentatives de le faire réagir, il s'est soudainement levé et a commencé à proliférer des insultes, puis a eu un comportement obscène en se masturbant devant les policiers. Oui, clairement, visant particulièrement une fonctionnaire. Lorsqu'ils ont tenté de l'interpeller, il s'est débattu et a porté un coup au visage d'un agent. Maîtrisé et menotté, il a été conduit au commissariat du Puy-en-Velay et en garde à vue, l'homme sans domicile fixe a reconnu avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne, tout en affirmant ne pas se souvenir d'avoir insulté les forces de l'ordre. Il a expliqué avoir été dans un état de colère lié au retard du versement de ses allocations. Présenté devant un magistrat, il devra comparaître en septembre prochain pour outrage, rébellion et dégradation de biens. Voilà, le mec, au lieu de se rendre, il baisse son froc et il se branle. Bref, on est bien dans l'insolite là pour vous. Et ben on continue tout de suite avec la deuxième infolite. C'est un conducteur nantais. Bravo la Loire-Atlantique, âgé de 56 ans, qui a été interpellé le 9 juillet dernier après avoir circulé à contresens dans un boulevard de Nantes. Lors du contrôle, son taux d'alcoolémie est apparu très élevé, 1,6 g d'alcool par litre de sang, soit largement au-dessus de la limite autorisée. Le véhicule qu'il conduisait est équipé d'un éthylotest anti-démarrage. Donc on se demande comment le véhicule a démarré. C'est un dispositif imposé par décision de justice, destiné à empêcher le démarrage en cas d'alcoolémie excessive. Du coup, l'automobiliste a tenté de contourner cette mesure, et vous allez me demander comment. Il a demandé à son fils de 11 ans, présent dans la voiture, de souffler dans l'éthylotest à sa place pour pouvoir démarrer le véhicule. Cette manœuvre a permis évidemment de tromper le dispositif et de mettre le véhicule en route, évidemment. Lors de sa garde à vue, l'homme a déclaré souffrir d'un problème d'alcoolisme, sans déconner, reconnaissant ainsi une dépendance. Il a été poursuivi pour conduite en état d'ivresse et mise en danger de la vie d'autrui en raison du risque qui l'a fait peser sur son enfant, mais aussi sur tous les usagers de la route. Et du coup, le parquet de Nantes devra désormais décider des suites judiciaires données à cette affaire. C'est bon, on est dans l'insolite. On a masturbation devant les forces de l'ordre, un enfant de 11 ans qui se trouve dans un éthylotest pour démarrer un véhicule. On est bon là pour l'instant, on continue avec la troisième par exemple. Un homme de 59 ans dans la soirée qui a fait tomber sa carte bancaire dans une poubelle enterrée. Vous savez, les fameuses poubelles enterrées. Et ça s'est passé dans la ville du Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Pour l'instant, normal, hein. Enfin normal, ça peut arriver à tout le monde à ce qu'on fasse tomber quelque chose dans ce genre de poubelle, sauf qu'en tentant de la récupérer, il est tombé à l'intérieur, hein, tout simplement, du conteneur, et il s'est retrouvé coincé parmi les déchets. C'est une serveuse finissant son service et chargée de déposer les ordures, qui a remarqué une agitation autour de la benne. Elle raconte avoir aperçu des personnes tenir un monsieur dans la poubelle et puis voir une main sortir. Choquée, elle et son compagnon ont appelé les pompiers après avoir tenté évidemment d'intervenir eux-mêmes, hein, évidemment. À l'arrivée des secours, ceux-ci ont d'abord cru une plaisanterie, mais ont ensuite forcé l'ouverture du conteneur et ont introduit une échelle. Et après 30 minutes d'effort, ils ont réussi à libérer l'homme qui est sorti
indemne, mais visiblement abasourdi. L'article ne précise pas s'il a pu récupérer sa carte bancaire. Quatrième info, infolite, c'est un policier municipal stagiaire de la ville de L'Isle-et-Lannoy dans le Nord qui a été radié après une accumulation de manquements professionnels et un geste particulièrement déplacé lors d'une formation. C'est le tribunal administratif de Lille qui a confirmé ces sanctions dans une décision rendue le 3 juin dernier, estimant que la mairie n'avait pas commis d'erreur d'appréciation. Je vous en parle un peu plus. C'est l'affaire qui remonte au 19 octobre 2022. À cette date, l'agent est arrivé avec 10 minutes de retard à une session de formation sur la prévention de la radicalisation. Sauf que pour faire de l'humour, selon lui, il s'est présenté vêtu d'une djellaba blanche et a pris la parole avec un accent arabe assez prononcé dans le but d'amuser ses collègues. Le tribunal a évidemment qualifié cette initiative de plaisanterie particulièrement déplacée dans un cadre aussi sensible, mais ce comportement ne fut pas un acte isolé. Le stagiaire avait déjà accumulé des reproches style retard répété, des difficultés à utiliser les outils informatiques indispensables à son travail, des outils d'équipement de sécurité comme le gilet pare-balles et des attitudes jugées inappropriées sur le terrain. Du coup, le tribunal retient un défaut de positionnement caractérisé et une insuffisance professionnelle incompatible avec la fonction envisagée, ce qui rendait évidemment sa titularisation impossible. Bien que les deux arrêtés municipaux ayant mis fin à son stage, qui ont du coup été annulés pour visite de forme, le jugement du tribunal valide la radiation du haut fond, évidemment. Les faits sont suffisamment graves pour justifier la sanction et la ville de L'Isle-et-Lannoy a donc décidé de ne pas réintégrer l'agent dans ses effectifs. Tu m'étonnes. C'est bon, c'était bien insolite pour vous là. Donc voilà la nouvelle séquence qui apparaîtra toutes les semaines. On parlera de ces infos qui sont absurdes mais réelles quand même. Voilà, c'est con pour le monsieur qui s'il n'a pas pu récupérer sa carte bancaire. Bon, c'est vrai que ça coûte maintenant de refaire sa carte bancaire, mais bon, pas au point d'en mettre au péril sa vie quand même. Enfin sa vie. T'allais pas mourir dans des poubelles, mais c'est vrai que c'est incongru quand même comme histoire. Effectivement. Là, on a eu vraiment que l'histoire. Et pourtant, ça s'est bien passé. Mais les faits divers français sont quand même drôles, mais vraiment insolites. Voilà, tout simplement. On continue tout de suite avec le top 5 de la semaine, voir les meilleurs clips de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en live? Qu'est-ce qui a été des drôles? Et ben, on découvre ça dans le top 5 de la semaine. Bien, Madame Chou. Si vous êtes deux, ça fait Madame Chouchou. Bref. Comme ça. Shit. J'ai fait de la merde. Oh le tac. Pour Lyon sur ce ballon. Nico Tadze. Il y a une bonne occasion là. Allez, putain, mais putain. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton. New boss. J'ai renversé avec la poubelle. Oupsie. Les points. Je pense que ce sera que Bottas qui nous rapportera des points aujourd'hui. Overtake available.
Oh, la qualité du micro, hein. La qualité du micro de gars. Le mec, il vomit dans son micro, quoi. Perfect. On t'a dit pas de kiki ici. Oh. Non, je finis. On t'a dit pas pipi. Pas pipi. Pas pipi. Pas pipi. Pas pipi. On t'a dit pas pipi ici. Bordel. J'avoue que le clip du pas pipi, c'est vrai que c'était drôle. Peut-être que cette semaine, s'ils ont refait du Sleeping Dogs et qu'on retourne dans ce même coin-là, peut-être qu'on aura à nouveau le monsieur pas pipi, hein, on verra bien. Et c'est comme ça qu'on termine cette émission du jour, en espérant que cette édition de Bonjour c'est Prisme vous a plu, hein, avec les petites nouveautés, notamment les infolites qui étaient bien sympas. Je vous souhaite évidemment à tous un bon lundi, une bonne semaine aussi. On se retrouve du coup mercredi à 11h pour un nouveau live, évidemment. Ne pas manquer évidemment les gros rendez-vous de cette semaine, notamment jeudi à 14h avec le retour des frères Paroissiens avec Corvus. Et puis n'hésitez pas aussi à venir voir Race Week, évidemment. Vendredi matin à 11h aussi également. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme. Très content de cette émission, elle m'a bien fait plaisir, les bonnes musiques, non, tout nickel, parfait. Merci à vous de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous un très bon lundi, très bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour c'est Prisme. Salut tout le monde, des bisous.